Monsieur le représentant du président du Sénat, Monsieur le représentant de la Grande Chancellerie, Madame la représentante du Conseil économique et social, culturel et environnemental, Excellences, Messieurs les représentants des ambassades, les ambassadeurs ici représentés, Majesté, honorable chef traditionnel, vénéré guide spirituel, mesdames et messieurs, tous en vos grades et rangs bien respectés. Et je voudrais avec vous bénir le nom de Dieu pour cette cérémonie, cette rencontre. Je voulais à mon tour remercier les hautes personnalités ici présentes et représentées dans cette salle. J'en suis infiniment honoré. Merci infiniment, Madame la ministre, chère maman. J'ai failli dire chère aînée, mais je dois dire chère maman. Merci infiniment à la représentante de Madame Gbagbo. Je sais qu'elle avait bien voulu être là, mais avec le contexte, j'ai bien compris. Oui, merci beaucoup. Et surtout merci aux ambassadeurs qui ont dépêché leurs représentants qui sont là. L'ambassade du Nigeria a dépêché notre excellence. Thank you very much for coming. And please exit my greeting to His Excellency. Thank you very much. Merci infiniment à vous. Nous sommes donc là pour la présentation de ce livre. Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère. Et je crois qu'au risque d'avoir mon stock entre mes mains, on devrait s'arrêter là comme ça. Parce qu'on en a déjà trop dit. Parce qu'après ça, est-ce qu'il faut payer encore le livre? On en a beaucoup dit. Le critique a été des plus critiques. Et je crois qu'il a pu révéler tout ce qui est caché dans ce livre. Je me bornerai à vous dire un peu les motivations qui m'ont amené à écrire ce livre. Et ce qui est un secret espoir pour moi. Le titre modèle démocratique, beaucoup de personnes m'ont dit, ah oui, mais vous aurez pu parler de bonne gouvernance ou de mode de gouvernance. Je dis oui, tout y est. Donc quand je dis modèle démocratique, il faut comprendre que ce n'est pas la démocratie qui est en cause chez moi. Je parle de modèle comme un système, la démocratie étant pour moi universelle, en conformité avec ses valeurs culturelles, morales, spirituelles, de se construire un modèle qui permette la pratique effective de la démocratie. La démocratie étant pour moi, je crois que la définition du président américain est pour moi la plus simple et la plus aboutie. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Toute société qui est gouvernée par le peuple, pour le peuple, est une société démocratique.
Alors, on peut se poser la question si cette définition est la vraie définition de la démocratie. On pourrait se demander s'il existe vraiment de démocratie au monde, mais surtout en Afrique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pays en Afrique où la gouvernance est effectuée par le peuple, pour le peuple. Donc, je considère que la démocratie n'est pas en cause. Et je réponds à ceux qui auraient voulu que le titre ne fût pas modèle démocratique, mais peut-être gouvernance, parce qu'il y en a qui ne veulent même pas entendre parler du mot démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils assimilent le mot démocratie à l'Occident. Et je voulais profiter pour expliquer que mes recherches personnelles m'ont amené à découvrir le contraire. Je revendique et je prétends que la démocratie est plutôt africaine. Si les Grecs ont inventé le nom, ont trouvé le nom, le concept, lui, était bien africain. Bien africaine. Il n'y a qu'à regarder un peu dans nos royaumes, dans nos chefferies, aujourd'hui au village. Quand on dit le chef a dit, c'est jamais le chef qui a dit. On fait dire au chef un conseil composé de toutes les cours. Donc cette démocratie qui part depuis la cellule familiale, qui remonte jusqu'à l'autorité, est celle-là que le président américain a définie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et cette démocratie ne peut être vraie, effective, que si elle est pratiquée en tenant compte des réalités, en tenant compte des valeurs qui régissent une société donnée. De ce point de vue, la démocratie, le modèle tel que pratiqué en Europe, peut marcher relativement. Mais le constat qui m'a amené à rédiger ce livre, c'est que nous avons deux Afriques. Nous avons eu une Afrique précoloniale. Cette Afrique-là, il n'y a pas abondance de littérature sur cette Afrique. Mais pour le peu qui a été écrit, on ne trouve aucune ligne qui fasse témoignage de grandes violences, de grandes guerres avec des bilans macabres, terribles comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Cette Afrique précoloniale-là, c'est-à-dire l'Afrique avant l'arrivée des Blancs, était une Afrique qui avait certes, comme dans toute société, ses problèmes. Il y avait les risques, les problèmes de bétail, les problèmes de frontières, enfin. Mais des guerres où on trouve des millions de morts, comme c'est le cas aujourd'hui, n'existaient pas. Donc, d'une part, l'Afrique coloniale, précoloniale. Et puis, il y a cette autre Afrique post-coloniale, l'Afrique des indépendances. L'étude que j'ai faite m'a montré que depuis donc, les indépendances, le berceau de l'humanité est devenu le berceau des guerres. Et je crois qu'on n'a même pas besoin d'expliquer ça. Le contexte parle seul. En 60 ans d'indépendance, l'Afrique a connu plus de 50 guerres fratricides, avec des bilans quelquefois surpassant largement les bilans des grandes guerres européennes. Donc on parle là en millions et en dizaines de millions de morts sur le continent africain. Et sur les 54 pays,
vous pouvez compter sur les doigts d'une main les pays qui ont échappé à ces crises. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui a changé entre l'Afrique précoloniale, pacifique, paisible, et puis l'Afrique post-coloniale? Il y a une seule réponse. La seule réponse, ce qui a changé, c'est que cette Afrique, qui était une patrie, qui était un pays, après la colonisation, les colonisateurs, en se retirant, ont morcelé l'Afrique en plusieurs États et ont prescrit pour la gouvernance de ces États un système dit démocratique. Vous en connaissez les principes. Élection, scrutin universel direct. Le choc culturel entre un pays, un continent qui se gérait avec des mécanismes millénaires, qui faisaient leur choix tranquillement, et le nouveau système a donné ce que nous connaissons. Alors je dis, est-ce qu'après 60 ans d'indépendance, après 60 ans de telle situation, il n'était pas bon de convoquer les forces vives du continent pour réfléchir au bilan de la pratique de ce système dit démocratique? Et si la conclusion consensuelle était que ce système n'était pas véritablement en accord, en conformité avec nos réalités, eh bien, en construire un qui soit authentique et qui soit conforme à nos valeurs. Voilà la motivation. Et pourquoi je suis arrivé là? Je suis arrivé là parce que j'ai été présenté comme quelqu'un qui a failli être président de la République par 2 fois. C'est pas faux. La 3e fois sera la bonne. Avec l'aide de la grande sœur. Mais justement, je suis allé 2 fois et puis je n'ai pas atteint l'objectif. Donc, un homme sérieux fait un bilan et j'ai creusé. Et la réflexion m'a amené à me dire, oui, mais en réalité, avec ce système-là, je ne serai jamais président. Parce que quand j'ai fouillé, je vais me présenter 10 fois, je ne serai jamais président dans ce système. Alors je dis, comment je vais faire pour être un jour président? Alors je réfléchis et je propose ce que je crois être le système qui donne des chances égales. Parce que dans un système où le choix est fondé sur la fortune, pour moi, ce n'est pas un système démocratique. Un système dans lequel le pouvoir absolu est concentré et remis à une seule personne, pour moi, ce n'est pas un système démocratique. Or, c'est le cas dans tous les pays, en dehors des 3 ou 4 monarchies que nous avons sur le continent. Tous les pays ont un système, qu'il soit parlementaire, qu'il soit présidentiel ou présidentialiste. Tous les systèmes fonctionnent de la même façon. Pardonnez, le principe de la séparation de pouvoir qui devait donner du sens justement au contrôle du pouvoir est un principe, vous le savez, comme moi, ici, comme ailleurs, sur le continent africain,
c'est un principe vide de sens. Un tel système, pour moi, ne peut être démocratique. Or, c'est tout légalement. C'est tout légalement que cela est. Puisque la Constitution de tous les pays dispose que le président de la République est le détenteur exclusif de l'exécutif. Quand le principe de séparation de pouvoir saute, ça veut dire que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir. Un tel système ne peut être donc démocratique. Remarquez que ce livre n'est pas un livre qui fait un procès à quelque régime que ce soit. Ça ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Ça parle des 54 pays. Et ce que je constate en Côte d'Ivoire est également le constat que je fais dans les autres pays. Pour l'écrire, il m'a fallu du temps. J'ai dû voyager dans tous ces pays que je cite ici. Donc ce que je propose à la Côte d'Ivoire, ce que je propose à l'Afrique, c'est que nous puissions nous retrouver, toutes les forces vives, politiques, religieuses, chefs traditionnels, sociétés civiles, et que nous fassions le point des 60 ans, de la pratique de la démocratie. Je suis convaincu que dans le système qui nous a été légué par nos anciens colonisateurs, il y a un piège introduit par dessein. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez la cinquantaine de guerres, de crises que le continent a connues, si vous essayez de chercher la source, toutes viennent d'une élection mal organisée. Toutes viennent de la dévolution du pouvoir. Toutes viennent de la gestion des affaires de l'État. Voilà le constat que je fais. En fait, le constat dont je fais écho, parce que je sais que tous ici, au pouvoir, comme dans l'opposition, ont déjà fait ce constat. Je crois que pour que l'Afrique puisse donc connaître la prospérité qu'elle mérite, parce que le constat paradoxal d'un continent qui a tout et qui est misérable est épouvantable. Donc dans ce livre, pour conclure, ainsi que le critique l'a dit, je commence d'abord par poser un principe géopolitique et géostratégique. Quand quelque chose se passe, il est que nous nous demandons, mais pourquoi cette chose se passe? Il faut savoir le mobile profond qui pousse à cette chose. Nous disons que l'Afrique est misérable. Dans certains pays, on dit, bon, on ne veut plus de tel pays. Le pays dit, moi, je ne bouge pas. Mais pourquoi un pays dit, je ne bouge pas, alors que ceux qui ont leur pays disent, il faut partir? On arrive même où ce pays-là est prêt à mourir là. Ça veut dire qu'il y a des sujets qui sont des sujets de vie ou de mort. La problématique géopolitique que je pose, c'est que le monde est conçu comme un réservoir de ressources et les sachants
ou ceux qui se sont autoproclamés maîtres du monde pensent que les ressources à l'allure où la démographie va, à un moment donné, les ressources ne seront plus suffisantes pour tout le monde. Et nos parents occidentaux qui, eux, sont dans la prospective, qui, eux, réfléchissent 300 ans, pendant que nous, on est en train de réfléchir à demain, on va faire quoi? Eux, ils réfléchissent sur 300 ans. Ils ont perçu clairement qu'à l'allure où on malmène les ressources humaines, en rapport avec la démographie, à un moment donné, très rapidement, les ressources ne seront pas suffisantes pour les 11 ou 12 milliards d'êtres humains que nous serons bientôt. Il faut donc puiser, chercher partout où les ressources se trouvent, faire de la provision pour les générations à venir. Voilà le mobile de tous les comportements des uns et des autres. Alors donc, si c'est ici que j'ai mon pain, que je pourrais garantir l'existence des miens sur 200 ans, sur 300 ans, si tu me demandes de partir aujourd'hui, c'est que tu veux me tuer là. Donc vous comprenez comment on dit non, ils ne veulent pas partir, parce qu'on ne peut pas. Les gens se sont dit, ces ressources, il faut qu'on se les mette plein de côté pour que dans 200 ans, dans 300 ans, notre peuple continue de vivre. Si nous nous regardons les causes superficielles, il y a eu un coup d'État, il faut remettre le gars, donc on va aller. Si nous considérons là, ce sont des causes immédiates, ce n'est pas la vérité. Dans la profondeur, il y a une guerre d'intérêt, il y a une guerre de provision, il y a une question de vie ou de mort. Dans ces conditions, les continents qui ne s'organisent pas pour s'approprier leur souveraineté resteront les premiers maillons de cette chaîne alimentaire. Le monde est en fait une chaîne alimentaire où les plus forts mangent les plus petits. C'est pour ça que la souveraineté est cruciale et capitale pour le continent africain. Et pour que nous ayons notre souveraineté, il faut que nous ayons le pouvoir. Il faut que le peuple ait le pouvoir. Si le pouvoir est entre les mains d'individus, il ne peut être souverain. Et si vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas être prospère. Voilà la problématique. Livre très engagé, mais courtois, comme je le suis, toujours, qui dit des vérités, mais avec politesse. Je voudrais donc proposer ce livre à tous les acteurs de la vie, tout court. Et voyez-vous, vous êtes sûrement surpris de voir apparaître en fin de cérémonie un kakemono qui ne parle pas de modèle démocratique, mais qui parle de Copada. En fait, ce livre-là, c'est ma proposition. Je convoque avec des amis de la société civile et la diaspora africaine que les Africains se réunissent dans le cadre d'un colloque qu'on a appelé Copada, c'est-à-dire colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Je propose qu'on se retrouve, que les 54 pays envoient des délégués dans tout ce qu'ils comptent de noble pour qu'on s'asseye et que chacun propose. Moi, c'est ma proposition, ça. Dans ma proposition, le pouvoir doit revenir au peuple. Pour que le pouvoir revienne au peuple, le pouvoir
du président de la République doit être drastiquement diminué. Drastiquement diminué. Et je demande aux chefs d'État, aux présidents actuels, qui sont plutôt vers la sortie, d'aider à la mise en place de ce système pour que, quand eux ils ne seront plus là, eh bien, qu'ils soient les derniers à avoir bénéficié de ça. C'est quand même honorable. Qu'après eux, plus personne n'ait le pouvoir absolu dans aucun pays d'Afrique. Le pouvoir qui est entre les mains du président de la République doit être distribué sur le peuple à travers nos chefs traditionnels, à travers nos régions. Je ne vous tiendrai pas plus longtemps en haleine. Dans ma proposition, nous devons aller au-delà de la décentralisation administrative. La régionalisation, là, nous devons aller au-delà de la décentralisation administrative. Récemment, à l'occasion d'un débat avec le président du Sénat et de Mme Bravo, je suis intervenu, bien entendu, c'était Ange qui avait organisé ça, pour dire, si vous voulez effectivement que la décentralisation marche, que ce soit au niveau régional, au niveau communal, au niveau départemental, il faut que la délégation soit transformée en véritable pouvoir. Parce que pour le moment, c'est une délégation de pouvoir qu'on donne au gouverneur. Pour moi, il faut que la Constitution dispose et octroie des pouvoirs aux autorités et aux responsables de la décentralisation. Que le président de la République s'occupe de coordonner tout ce qui est régalien et que chaque région, avec ses élus, gouverne les différentes régions. Ce sont des propositions concrètes que je fais dans ce livre et je vous invite vraiment à aller voir. Mesdames et messieurs, je ne voulais pas, parce que ça fait un moment qu'on est là, voilà l'essence du livre que je propose. Vous avez dedans, c'est volumineux, mais en réalité, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'études. Une bonne centaine est un état des lieux des 54 pays. Dans ce livre-là, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans quelques pays que ce soit, dans les 54 pays, vous avez un résumé. Situation sociopolitique, performance économique, socio-économique, tout, vous l'avez. Et ensuite, je décline avec ma proposition. En tout cas, je voulais encore une fois vous remercier d'être venu. Tout à l'heure, je serai à votre disposition pour ceux qui voudront s'octroyer le livre. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, je serai là pour mettre un petit mot pour chacun d'entre vous. Je demanderai d'ailleurs à nos hôtesses de faire avancer les livres pour que nos autorités non seulement s'octroient les leurs, mais en fassent des stocks pour distribuer autour d'elles. Merci infiniment d'être venu et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les compléments. Nous avons besoin de personnes, d'intellectuels qui puissent écrire, mener des réflexions avec lesquelles peut-être nous ne serons pas toutes entièrement d'accord, mais qui nous permettent à nous-mêmes de réfléchir et de poser des problématiques qui peuvent être vraiment
des aides pour faire avancer la démocratie. C'est vrai que ce terme de démocratie, bien sûr qu'il nous a été imposé, mais c'est un terme universel avec lequel il faut que nous puissions composer. Moi, vous savez, j'ai toujours été très frappée. En 1991, la BOL, c'était 91, hein, quand le président Mitterrand a fait savoir que maintenant le développement et l'aide au développement seraient soumis à la démocratie. Donc, on nous a imposé cette démocratie. Du jour au lendemain, en Côte d'Ivoire, bien, notre constitution avait déjà prévu. Donc, il n'y a pas eu de conférence nationale, etc. On a appliqué la constitution, l'article 7, et puis le pluralisme a été instauré. Moi, je me suis toujours demandé, mais et nos parents, pendant 30 ans, on leur a imposé le parti unique, la pensée unique. C'était le PDCI. Nous étions tous PDCI. Et du jour au lendemain, ils ont vu se déverser dans les villages des partis qui disaient pique-pendre du PDCI en disant non, c'est nous maintenant, la nouvelle Côte d'Ivoire, etc. Il n'y a jamais eu d'apprentissage de la culture démocratique dans nos jeunes pays. Et ça, je trouve que nous le payons très cher parce que nous avons une jeunesse qui n'est pas formée sur le plan de la citoyenneté. Et ça, maintenant, il faut que nous prenions ça en main, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile. Il faut que nous formions notre jeunesse à cette citoyenneté, à cette responsabilité démocratique. Alors vraiment, je veux dire merci à Siméon, parce que vraiment, je pense qu'avec tout ce qui se passe actuellement, nous sommes entourés de prises de pouvoir par les militaires. Et nous constatons une chose, c'est que les populations applaudissent. Alors évidemment, on me dira par exemple, à Niamey, il n'y a que Niamey, c'est majoritairement l'opposition. Donc évidemment, ça n'est pas le reflet du pays. Donc, peu importe, nous constatons que dans chaque ville ou dans chaque pays où il y a la prise du pouvoir par les militaires, les peuples applaudissent. Ça doit nous interpeller. Moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi? Parce que ça veut dire que quelque part, et là, vous avez pointé du doigt un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes de mauvaise gouvernance. Il y a des problèmes de défiance entre le peuple et ceux qui nous dirigent. Et je pense, et là aussi vous l'avez dit, que le mal vient des élections. Tant que le peuple ne pourra pas choisir lui-même et d'une façon comme il le désire les dirigeants qu'il veut, nous aurons toujours des problèmes de gouvernance et de mésentente et des risques de prise de pouvoir. Donc vraiment, je suis bavarde, alors je vais arrêter, parce que je pense que vous devez avoir aussi plein de choses à dire. Et vraiment, merci parce que vous nous interpellez. Et vous interpellez chacun d'entre nous, pas simplement les partis politiques, chaque citoyen, qui doit vraiment réfléchir et se dire que l'avenir, c'est vraiment au niveau familial, au niveau individuel, avant de devenir un problème de collectivité. Merci pour nous avoir interpellés de cette manière. Moi, je vais féliciter le jeune frère Siméon. Je suis femme politique engagée, mais au-delà de ça, je suis fille de chef. Je vis la tradition. Et je dirais, comme Siméon l'a dit, tant que la démocratie telle que appliquée ne tire pas ses sources dans nos valeurs d'Afrique, l'Afrique se portera mal. Tant qu'on regarde le choix de nos dirigeants, respectant nos valeurs, dans nos sociétés, le chef installé n'a pas de problème. Mais tant que nous passons par la démocratie imposée à nos peuples, vous voyez que dans nos villages, déjà, les chefs ont des problèmes. Il y a des villages où il y a 2 chefs.
parce que nos valeurs ne sont pas respectées. Je voudrais remercier Siméon et dire qu'en tant que fille de chef, ce colloque qui va être, ce COPEDA qui va être organisé, on verra la présence de nos hommes de valeur, de nos hommes de coutume. En ce moment, la démocratie que nous allons vivre en Afrique, le choix, le modèle que nous allons choisir va tirer ses sources dans nos us et coutumes. En ce moment, nous allons mieux nous porter. Je vous remercie. Je voudrais féliciter l'auteur pour ses recherches et tout, et puis épouser ce que les prédécesseurs ont dit, notamment Madame la ministre. Juste ajouter que par rapport au colloque, c'est une très bonne chose et c'est très vaste au niveau de l'Afrique. Il serait bon, puisque moi je propose que cela se passe déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, que nous-mêmes, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous imprégnions des réalités de la démocratie que vous nous proposez. Et à partir de là, tous les pays ayant vécu peut-être cette réalité en interne puissent maintenant se retrouver en colloque international africain pour pouvoir discuter et trouver quelque chose qui va aller. C'était ma proposition. Je voudrais féliciter le grand frère pour cette initiative. J'ai tenu à prendre la parole parce que on a mené beaucoup de réflexions ensemble. Mais ce que je voudrais dire, c'est que avec tout ce qui se passe en Afrique actuellement, ce colloque est vraiment le bienvenu. Mon inquiétude se situe au niveau de l'organisation et de l'appui institutionnel. Je vois que c'est un colloque qui est avec l'appui institutionnel de l'Union africaine. Et aujourd'hui, la plupart des peuples africains sont dans une nouvelle dynamique qui recuse un peu, comment je vais dire ça, on va dire l'autorité de toutes ces organisations sous-régionales qui déçoivent le peuple que nous sommes. Dans mon intervention sur la situation au Niger, j'avais suggéré qu'il y ait un forum des peuples africains pour réfléchir sur ce que nous voulons pour l'Afrique. Je crois que c'est à peu près le même ordre d'idée que ce colloque-là propose. Mais qui sont ceux qui vont participer effectivement à ce colloque? Parce qu'il ne s'agit pas de venir pour parler sans tenir compte des aspirations du peuple. Je voudrais donc dire à mon grand frère que nous sommes pour ce projet et nous le félicitons parce que ça s'impose. C'est vraiment nécessaire que nous, Africains, nous nous asseyions pour faire le bilan de toutes ces années de prétendues indépendances et qu'on définisse réellement ce que nous voulons pour l'Afrique. Et donc, je voulais juste suggérer que dans l'organisation, on fasse en sorte que tous ceux qui travaillent déjà dans ce sens soient associés, parce que je suis convaincue, c'est en Côte d'Ivoire que vous allez le faire. Ouais. C'est ici en Côte d'Ivoire. Bon. Alors que déjà au niveau international, il y a des personnes qui parlent pour l'Afrique, qui ont des propositions pour l'Afrique qui ne sont pas acceptées dans notre pays. Du coup, bon, on verra bien. Mais je voulais juste relever que il faudrait vraiment qu'on prenne toutes les dispositions pour que ceux qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la réflexion soient pris en compte afin que les résultats de ce colloque reflètent réellement ce que nous, en tant que peuple d'Afrique, on veut pour nous-mêmes. Merci. Merci, Monsieur KKS, l'auteur de ce livre qui amène le secteur du tourisme, de l'industrie du tourisme, qui est un secteur très sensible. Et si, avec ce modèle de démocratie, je pense que tous ceux qui ont investi, c'est l'avenir de notre économie en Afrique, c'est les services.
Malheureusement, les bruits des bottes, les pandémies nous détruisent et fait de telle sorte que ces mots-là agissent sur l'économie nationale, africaine et même internationale. Quand on prend aujourd'hui, nous sommes d'abord une fédération nationale, sous-régionale avec la FOPAC. Nous avons une confédération au niveau des 15 pays que nous appelons COPETO, CEDEAO. Dès qu'il y a un bruit de boîte quelque part, nous avons tous peur des organisations des élections. Aujourd'hui, nos amis de l'Institut du tourisme du Niger, nous ne dormons plus. Les emplois sont hypothéqués. Nous avons, pour avoir un hôtel, c'est un investissement. C'est des emplois. Dans quel état aujourd'hui se trouvent nos frères, nos compatriotes du Niger, avec tout ce que nous attendons? C'est l'occasion pour moi, en tant que président de la Fédération nationale de l'Institut touristique de Côte d'Ivoire et vice-président de COPETO, CEDEAO, vous dire encore merci. Si on applique ce modèle, je pense que nous allons nous en sortir. Nous serons indépendants. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est la stabilité. Mais nous qui avons investi dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, nous sommes très très sensibles quand il y a l'organisation des élections. Cette période. Malheureusement. Encore merci et merci à tous ceux qui ont cru à ce modèle, à l'auteur, et ensemble que nous essayons d'accompagner pour parfaire ce qu'il a dit. Madame la ministre nous disait tout à l'heure, tout le monde ne peut pas se retrouver à l'unanimité dans ce modèle, mais on peut l'améliorer, on peut essayer de faire de telle sorte que tout le monde puisse contribuer. Je vous remercie.